une conférence qui devrait vous intéresser car elle reflète vraiment les grands enjeux du moment. Alors, on appelle ça les véhicules nouvelle génération. Pourquoi ? Parce qu'on va à la fois parler de SDV, le Software Defined Vehicle. Tout le monde en parle, mais on ne sait pas forcément ce que c'est exactement. On va mettre des mots derrière tout cela. On parlera également d'IA, bien sûr, l'intelligence artificielle, et puis des mises à jour logicielles over the air, ce qu'on appelle OTA. Les intervenants, je suis très heureux d'accueillir Hélène Clergeau, qui nous vient de Toulouse. Hélène est donc l'experte du SDV justement chez Homovio. C'est ce qu'on dit maintenant pour cette nouvelle structure qui dépend ou qui dépendait, je ne sais pas trop comment il faut le dire, de Continental. Voilà, parce que les noms changent tous les jours, donc il faut s'y habituer. Je crois que même pour vous, ça doit être certainement... j'en parlais avec Stéphane May en début de semaine, et c'est un petit peu une question d'habitude. Très heureux également d'accueillir Alexandre Corjon, ex-Renault, et qui est Senior Vice President et le Technical Fellow pour Sonatus. Voilà, une structure qui est en renfort naturellement des industriels de l'automobile pour les aider à passer justement au SDV. Je suis aussi content d'accueillir les autres, je vous rassure. Donc, merci à David Bello, vice-président en charge des ventes pour ETAS. Et puis, au sein de la maison Bosch, nous avons également Franck Dupuis, qui est directeur commercial pour les équipements d'atelier chez Bosch France. Et puis, on l'a déjà vu en début de semaine, Eric Espérance pour le cabinet Roland Berger. Donc, on va commencer avec vous d'ailleurs, Eric, peut-être pour avoir quelques enjeux sur ce qu'est le SDV, à quoi ça va servir finalement. La question est difficile, je sais, mais bon, il faut bien commencer par quelque chose. Oui, la question est pas facile. Donc le SDV, comme son nom l'indique, c'est le Software Defined Vehicle, et c'est une nouvelle façon en fait de penser la voiture. Alors souvent on a fait le raccourci en disant voilà, le SDV c'est un tout petit peu à l'image de ce qu'on voit sur un téléphone, et on peut comparer la voiture à un téléphone sur roue. Alors c'est très très réducteur, parce qu'un téléphone, il n'y a pas de notion de safety, ou assez peu. Et puis la cyber, dans une voiture, c'est élevé à des rangs qui sont extrêmement élevés, puisqu'en fait on peut tuer des gens. Alors qu'apporte le SDV? La première chose, c'est une meilleure gestion et une plus grande facilité à développer ces fameux softwares. Aujourd'hui, le software représente un peu moins de 5% du prix du véhicule, mais en 2030, ça va faire plutôt 10%. Si on regarde le nombre de lignes de code qu'il y a dans un véhicule aujourd'hui, pour faire simple, si vous prenez le Rafale ou la 5008, il y a plus de lignes de code dans ces voitures que dans un Airbus A350. Donc vous comprenez que pour gérer toutes ces lignes de code, il faut une machine faramineuse derrière. Donc le SDV, c'est ce qui permet de simplifier tout ça. Alors qu'apporte le SDV? La première, c'est de pouvoir développer les logiciels plus rapidement. Si c'est plus rapide, c'est moins cher. Si vous ne faites pas du SDV, vous allez payer les développements logiciels sur chaque nouvelle plateforme probablement entre 30 et 40% plus cher. La deuxième chose, c'est qu'une fois que vous avez développé en fait ces logiciels, il faut les maintenir. C'est ce qu'on appelle l'Ops. C'est plus facile de les maintenir quand ils sont sous SDV, puisqu'en fait vous faites des updates over the air, OTA. Donne un exemple. Si on est chez Tesla, on est capable de le faire toutes les semaines. Si on n'est pas sous SDV, ce sera pratiquement tous les 6 mois. Et vous comprenez bien que si vous voulez faire de la cybersécurité, vous êtes obligé de le faire toutes les semaines. Le dernier élément que je voulais vous apporter, c'était qu'on peut rajouter des fonctionnalités au fil de l'eau, et certaines d'entre elles, on verra, c'est ce qu'on appelle les features on demand, c'est-à-dire c'est des choses qui permettent d'enrichir l'offre de fonctions que vous, individu, ou vous, gestionnaire de flotte, vous pouvez enrichir sur vos voitures, et ce qui vous donne en fait ce qu'on appelle une valeur résiduelle. Lorsque votre véhicule est d'occasion et qu'il a 2 ou 3 ans d'âge, une valeur résiduelle plus élevée que ce que vous auriez si vous n'aviez pas de SDV. Voilà. Merci Eric. Alors, est-ce que vous êtes globalement d'accord avec cette définition? Est-ce que vous avez des compléments à apporter? Vous avez le micro, c'est comme vous voulez. Allez. Entre Alexandre et Hélène, qui commence? Honneur aux dames. Donc moi, je peux peut-être porter juste un exemple, parce que je pense que c'est assez parlant après de dire qu'est-ce qu'on peut imaginer. Et Tesla, j'avais regardé un peu sur leur site il y a quelques mois, et une des fonctions qu'ils ont ajoutées, c'est que les clignotants clignotent plus vite quand il y a un accident.
Et ils ont fait une mise à jour pour que la voiture soit plus visible une fois que l'accident s'est produit et que les clignotants vont plus vite. Voilà. Et ils ont Très mis bien. ça à jour pendant que le véhicule était déjà dehors. Merci pour l'anecdote. Je ne connaissais pas. Alexandre? Non, je pense que dit Eric, je pense que c'est vraiment le cœur du SDV. Ce qu'on aime bien rajouter, en fait, c'est pourquoi on le fait aussi. On l'a fait d'un point de vue technique, puisqu'on arrivait à un blocage sur le déploiement de nos architectures, et le logiciel était sur le chemin critique avec le mode de sourcing qu'on avait chez les constructeurs automobiles, avec des équipementiers qui livraient le soft et avec une spécification qui arrivait très tard dans le développement. Mais aussi, on oublie un peu le client final. Et la valeur qui doit être associée à ça, au-delà de la valeur résiduelle, c'est aussi un plaisir de conduire, une capacité d'avoir un véhicule qui se renouvelle beaucoup plus rapidement. Et offrir cette valeur passe par avoir cette flexibilité dans le logiciel. Et aujourd'hui, ce que l'on réclame ou qu'on annonce beaucoup, c'est que le SDV, c'est aussi pour le véhicule une plateforme d'innovation qui va permettre en fait d'aller vers une expérience différente pour les clients et un produit qui va évoluer beaucoup plus rapidement dans le futur, notamment en introduisant de l'intelligence artificielle à bord du véhicule de manière beaucoup plus importante. Et si on n'a pas une architecture type SDV, on sera incapable de le faire. J'imagine qu'au sein de la maison Bosch, même pas peur hein, du SDV. Même pas peur. Je veux dire, quand il y a des challenges comme celui-ci, on est ravi de les prendre à bras le corps. Je voudrais juste appuyer sur les aspects sécuritaires. Le SDV, à ne pas confondre, votre véhicule ne devient pas une extension de votre téléphone sur roulette. Hein, parce que vous avez votre téléphone, l'application crash, personne n'est mis en danger. Par contre, la même chose se passe dans votre véhicule et c'est votre vie et celle des occupants et des gens autour qui est mis en danger. Donc du coup, quand on parle de développement logiciel dans l'industrie automobile, il y a des normes de sécurité très fortes qui doivent être respectées et qui du coup génèrent aussi beaucoup de complexité dans ces développements de solutions soft. Franck, vous voulez rajouter un petit mot? Côté rechange. Côté rechange, en fait, le SDV, les premières opérations qu'on peut voir arriver et qu'on traite maintenant en aftermarket sont des véhicules équipés en première monte qui n'ont pas d'anti-brouillard et qui le client souhaite rajouter des anti-brouillards et ça va être un codage qui va être effectué. Donc on est loin de la prospective. Mais dans le quotidien, d'ores et déjà, les garagistes indépendants ont pris l'habitude de coder par eux-mêmes, de nous faire coder par les outils constructeurs des accessoires que le client réclame. Bon, on est clairement face à un monde qui change. Alors peut-être pour mieux comprendre ce qui va se passer à l'intérieur, parce que pour faire du SDV, il faut aussi changer un petit peu l'architecture électrique et électronique. On va donc regarder à travers quelques slides que nous a préparé Hélène Clergeau et qu'on va dérouler. On va parler de schémas. Voilà. Donc, on en a déjà un petit peu parlé, mais un des changements majeurs, c'est que le logiciel va être mis à jour pendant toute la vie du véhicule. Donc, ça entraîne pas mal de choses et surtout une complexité à garder cette logiciel en vie pendant longtemps après la fin de la production du véhicule. Au niveau architecture, ça veut dire que le logiciel doit être bien séparé du hardware. Ça veut dire qu'il doit avoir son cycle à lui, qui peut être mise à jour et puis être mise à jour dans le véhicule. Et comme David vient de dire, le côté sécurité est très important puisque la mise à jour doit être bien sûr bien testée et bien validée avant de venir dans une voiture qui est déjà dans la rue. Là, on voit sur ce schéma comment c'était avant. On arrivait un petit peu au bout du bout, hein, quelque part, au niveau de l'électronique, le nombre de capteurs. Il fallait vraiment qu'on fasse un Big Bang. Hein. Oui, et du coup, donc je vais juste parler de deux changements majeurs. Donc, on part d'un véhicule qui avait plus de 100 ECU dans certains cas, calculateur, et on va vers un monde où on a un calculateur central de puissance de calcul et des calculateurs zonales qui vont être plus vers les périphériques. Et si on compare à une des véhicules d'aujourd'hui, on est plutôt à 17 calculateurs dans un véhicule. Donc un changement majeur au niveau du hardware et du logiciel.
Et le deuxième élément, c'est que ça entraîne aussi des changements sur le câblage. Et le câblage, c'est important par rapport au coût aussi, puisqu'on sait bien que le cuivre n'est pas très disponible. Oui, il y a un mot. Puis comme ça, il y a moins de risque de se faire voler du cuivre dans la voiture, c'est bien. Aussi. Et ça entraîne aussi, bien sûr, des baisses de coûts. Et on voit aussi la connexion vers le cloud et bien sûr ce qu'on a mentionné tout à l'heure, le over-the-air OTA qui vient pour pouvoir faire les mises à jour de logiciels. Et pour montrer ici, c'est juste l'évolution parce que pour y aller, il y a des différents chemins pour arriver à cette nouvelle architecture. C'est complexe, c'est compliqué et ça coûte un peu cher. Donc c'est très difficile pour les constructeurs et les suppliers d'y arriver d'un coup. Ça entraîne en particulier des changements dans l'architecture logicielle où un logiciel était imbriqué dans un calculateur et demain les mêmes features, donc par exemple les contrôles de porte, va être partagé avec une partie puissance dans le calculateur central et une partie commande dans des calculateurs sur les extrémités. Très bien, on voit qu'effectivement, les choses sont à la fois plus simples et plus compliquées. Oui. Un peu comme toujours. Hein. Exactement. Autour de la table, qu'est-ce que ça vous inspire Je pense à une chose parce que ce HPC, ce gros calculateur, est-ce qu'il sera accessible pour les réparateurs ? C'est une vraie question qu'on peut se poser. D'ores et déjà, le premier exemple HPC sur les routes plutôt connu et plutôt leader en termes d'électrique, c'est Tesla, qui a déjà ce fonctionnement. Et pour les utilisateurs aftermarket, du moins ceux qui sont équipés en Bosch, le HPC Tesla est rentré dans la mise à jour de début d'année. Donc les protocoles de diagnostic eux-mêmes ont changé dans les outils aftermarket pour pouvoir traiter ce HPC et faire fi finalement des fonctions calculateurs de base. Un petit mot de complément peut-être avec vous, Eric ? Non, c'est simplement pour dire qu'effectivement le HPC donne des puissances de calcul qui sont extraordinaires. Après, il ne faut pas oublier qu'il faut refroidir cet objet-là. Donc, comme vous le disiez, plus de complexité, mais aussi pour chercher plus de simplicité, il y a des challenges technologiques qui sont quand même assez importants à résoudre. Hein. Alors, on a vu que l'architecture électrique et électronique est en train de changer, donc voilà, avec le principe du HPC. Je propose qu'on parle de software avec vous, David. Parce que moi je me souviens, AUTOSAR, ça remonte à plus de 20 ans et l'histoire du logiciel, quelque part, ça ne date pas d'hier finalement dans l'automobile. Et clairement, l'histoire de logiciel dans l'industrie automobile, ça date pas d'hier. Je crois que les premiers balbutiements du logiciel remontent aux années 70-80. On parle à ce moment-là d'allumage électronique, d'injection électronique. Et c'est vraiment dans les années 90 qu'on va voir une expansion et une explosion en fait, du nombre de logiciels avec l'avènement des technologies comme l'ABS, l'ESP, les airbags, clim automatique, régulateur de vitesse et j'en passe. Et en fait, c'est à ce moment-là aussi que l'industrie automobile se rend compte des challenges que d'avoir tous ces softwares va créer. La diversité, comment les maintenir. Ils sont tous différents, codés de manière différente. Et c'est à ce moment-là en fait que plusieurs acteurs de l'industrie automobile, que ce soit des constructeurs, des équipementiers de tier 1 ou tier 2, créent ensemble ce consortium AUTOSAR en 2003, excusez-moi. On est 20 ans plus tard. Ce consortium, il est toujours d'actualité, parce que l'idée, c'était de poser en fait un standard valide pour tous les acteurs du métier sur la durée. On parle ici d'une architecture et de spécifications. À ne pas confondre AUTOSAR, on ne parle pas de ligne de code. Le code qui implémente AUTOSAR, c'est les tier 1 et les tier 2 du type Bosch et TAS qui vont le développer et qui vont le mettre à disposition des constructeurs dans leur environnement. En fait, AUTOSAR, le but, c'était de répondre à trois choses, trois approches. La complexité des calculateurs qui augmente. On a besoin de modularité. On a besoin de pouvoir réutiliser ce qui a déjà été codé une première fois sur des nouvelles architectures. Et on a besoin d'interopérabilité. C'est ça, AUTOSAR. Et c'est pour ça que même si c'est un consortium qui a 20 ans, moi, je suis intimement persuadé qu'il a encore de beaux jours devant lui. AUTOSAR permet de coder sur des calculeurs, des microcontrôleurs, excusez-moi, et des microprocesseurs. AUTOSAR classique, AUTOSAR adaptive. Aujourd'hui,
AUTOSAR, c'est incontournable. Je pense qu'il n'y a quasiment pas un constructeur ou quasiment pas une architecture, un véhicule qui sort sans avoir des composants travaillés sous AUTOSAR. Très utilisé et très apprécié pour les fonctions sécurité. Quand on parle des calculateurs traditionnels, airbag, moteur, etc., qui ont besoin de temps de réponse garanti très court et qui ont besoin de certification de type ISO 262, AUTOSAR est la solution. Alors bien sûr, ce qui est magnifique avec Homo sapiens et avec les ingénieurs de l'industrie automobile, c'est qu'on itère sans arrêt, on continue d'innover. Et donc du coup, sur ces 20 dernières années, les constructeurs, les équipementiers ont essayé d'autres solutions, légèrement différentes d'AUTOSAR ou complémentaires à AUTOSAR. Je pense par exemple à la création des plateformes logicielles directement par les constructeurs. Si on reste en Europe, un exemple qui parlera à tout le monde, c'est Volkswagen et Cariad. Je ne vais pas commenter sur le succès ou non de cette aventure, mais les constructeurs essayent. Ensuite, il y a aussi la possibilité de réfléchir à des alliances stratégiques avec des géants de la tech. Pour rester dans l'hexagone, j'ai envie de parler de Renault et de Google, avec l'operating system basé sur Android qui est en train d'être développé. Et la dernière, peut-être, manière de fonctionner pour développer du software dans l'industrie automobile, c'est l'open source. Alors l'open source, ça fait très peur parce qu'on se dit oh là là, mais j'ai pas le contrôle sur quoi que ce soit. Et puis l'open source, c'est pas certifié, ça change. Et je vais pas m'attarder trop là-dessus. Oui, on reviendra sur l'open source, mais peut-être avec vous, Eric. Où en est-on par rapport à cette course du SDV? Enfin, d'après vous, quels sont les constructeurs qui sont le plus avancés? Le constructeur le plus avancé, c'est Tesla, parce que lui, en fait, il est arrivé avec ce qu'on appelle un mindset qui était déjà software. Hein. Tous les gens qui travaillent chez Tesla, ils sont orientés software. Le deuxième, c'est BYD. Ils ont en fait déployé des vrais SDV. Et je crois qu'en Europe, on est un peu plus en retard. En Europe, Volvo est un peu en avance, mais c'est parce que en fait, c'est sa acquaintance avec Geely en fait qui l'aide. Leapmotor aussi est pas mauvais. Mais qu'est-ce qui fait que les Européens sont un peu plus en retard? C'est qu'en fait, eux, ils ont à gérer ce qu'on appelle le legacy. Ils avaient beaucoup de voitures qui avaient été développées avec les centaines de CU un peu partout à droite à gauche, et faire maintenance de ces voitures qui roulent aujourd'hui, ça vous pompe déjà une énergie et une bande passante considérable que vous n'avez pas pour développer les autres briques logicielles que vous voudriez mettre dans votre SDV. Donc c'est pour ça qu'on a un squeeze qui est un petit peu difficile à vivre. Soit vous partez d'une page blanche et vous faites partie en fait, des leaders, soit vous avez un héritage, mais vous devez l'entretenir parce que vos voitures elles continuent à rouler. Et en fait, ça vous pompe une partie de votre énergie. Alors, il se trouve que nous avons sur ce panel Alexandre Courgeon qui était chez Renault auparavant. Vous continuez, j'imagine, à regarder ce qui se passe chez ce constructeur français? Bien sûr. En plus, c'était à l'époque où j'y étais qu'on a lancé le premier projet sur le SDV, qui s'appelait Face à l'époque. Ça remonte un petit peu. Et en fait, ce que je vois est l'une des difficultés pour mettre en place une approche SDV, c'est les compétences que l'on peut agréger chez un constructeur. Alors chez Renault, à l'époque, on avait racheté des équipes Intel en France qui font partie, qui sont au cœur du développement du SDV. Et c'était l'une des solutions, mais on a aussi besoin, bien sûr, des compétences plus traditionnelles. On va trouver des gens qui font du model-based software, le model design, et puis des gens qui travaillent dans le cloud. Et si on regarde aujourd'hui, c'est cette combinaison qui va permettre d'être efficace et de livrer des solutions qui sont plus complexes. Parce qu'il y a toujours de l'AUTOSAR, mais l'AUTOSAR est quand même un peu chahuté par du Linux, par de l'Android, par même l'adaptive AUTOSAR qui est moins codifié encore aujourd'hui. Donc on voit que la solution globale, elle est beaucoup plus complexe. Donc les solutions comme Renault, pour moi, ça reste des gens qui sont assez en avance sur le développement. J'espère pour eux qu'ils vont livrer FlexiVan à temps. Je sais que normalement, c'est l'année prochaine, c'est ça hein? C'est en 2026. J'ai eu la chance hier d'aller voir les protos, parce que j'ai quand même encore des amis là-bas. Et c'est des véhicules qui sont bien. Et on voit bien aussi l'intérêt de démarrer par un véhicule commercial avec des cibles clients très différentes et avec la capacité justement d'adapter le véhicule en fonction du besoin du client et d'offrir des configurations qui sont différentes. Ça, c'est l'ambition. Maintenant, on verra la réalité. Mais j'espère qu'ils vont réussir.
Oui, Flexivan, c'est un beau projet, hein, parce qu'effectivement, c'est cette association avec Volvo, CGM, mais voilà, avec le SDV, effectivement, qui est un petit peu un dénominateur commun. Alors, parfois, on estime que l'automobile est en retard dans la technologie. Bon, on l'a bien vu, le logiciel, ça fait longtemps. Alors, vous avez fait quelque chose, vous avez pris une Ford Bronco et vous l'avez rétrofitée avec du SDV. On va regarder cette slide de Sonatus parce que c'est assez extraordinaire. C'est un véhicule qui était... alors, voilà. En fait, c'est mon fond d'écran hein, C'est préféré. votre fond d'écran, d'accord, très bien. C'est un véhicule qu'on a présenté au CES Las Vegas l'année dernière. Donc, c'est un Ford Bronco 1967, hein, avec il y a la plaque à l'intérieur. Et c'est pas nous, on a amené nos solutions réseau, solutions de collecte de données. En fait, le portefeuille de produits de Sonatus, à l'intérieur de ce véhicule, qui a été transformé en véhicule électrique par une autre start-up de Los Angeles. Et en fait, moi, j'adore les véhicules. Et ce véhicule-là, j'en suis tombé amoureux très rapidement. Parce que je trouve qu'il y a ce cachet ancien, bien sûr, un peu vintage du véhicule. Et en même temps, c'est un véhicule avec des suspensions automatisées donc, et réglables en direct. On peut tout piloter au sein des véhicules. On est capable de montrer l'un des intérêts du SDV, c'est de fournir des fonctions à la demande. Et notamment, on a à l'intérieur de ce véhicule des caméras qui servent au Driving Monitoring System. Et elles ont été détournées pour en faire une fonction de détection du nombre d'occupants au sein du véhicule. Et on a une application qui permet de personnaliser le contrat entre des parents et un enfant aux États-Unis lorsqu'il commence à conduire à 16 ans. Et ce contrat peut être un géofencing, une localisation, ça peut être une vitesse, mais ça peut être aussi le nombre de personnes au sein d'un véhicule. Et pour moi, c'est l'une des démonstrations de l'intérêt du SDV, c'est qu'en fait, un objet qui est réglementaire et qui donc coûte au constructeur et qui n'a pas de valeur forte pour le client, on peut y amener de la valeur supplémentaire avec des usages comme cette protection du nombre d'occupants d'un véhicule et éviter que le gamin de 16 ans soit avec 20 copains dans le pick-up et mette en danger sa vie et la vie de ses copains. Moi, je trouve qu'une voiture comme ça, sur équipe auto, ça aurait de la gueule. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez tous autour de la table? Ah bah moi, je peux dire que oui, parce que je l'ai vu au CES. Ah, il y a des privilégiés autour de ce panel, c'est incroyable. Hein. Et des Jaguars juste derrière qui sont sympathiques aussi. Hein. Je suis aussi preneur pour mettre du SDV à l'intérieur. Bon, alors plus sérieusement, on peut également parler de ce que fait Sonatus, donc, et puis votre nouvelle fonction AI Director qui a été présentée il y a quelques semaines, c'était au salon de Munich. Donc en fait, j'avais amené quelques slides juste pour... alors, on va démarrer un peu... vous allez oublier cette slide 2 secondes. Sonatus, c'est une société de la Silicon Valley qui a été créée en 2018, donc le headquarter à Sunnyvale, en plein cœur de la vallée. Et elle a été créée pour résoudre un problème d'un constructeur coréen qui était la mise en place de son premier réseau Ethernet dans la marque Genesis. Et en fait, l'équipe de Sonatus vient du monde du data center. Donc, c'est des gens qui ont l'habitude du software defined network dans les data centers, qui tournent en continu, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et en fait, ils ont transformé certaines pratiques du data center vers l'automobile. Et à partir de là, on a fait un portefeuille de produits qui a une caractéristique que je trouve assez unique. On a un logiciel qui est à l'intérieur du véhicule, embarqué, et qui dans un sens est fixe. Et ce logiciel est configuré à partir d'une policy, qui est en fait une sorte de script qui est défini dans le cloud. Et on peut déployer ce script donc over the air, mais c'est très léger, hein, ce n'est pas une mise à jour de software, donc c'est quelques kilobytes. Et on peut le déployer pour un véhicule, pour toute une flotte, pour tout un parc de véhicules. Et ça permet de changer le comportement du logiciel qui est embarqué et de faire des fonctions qui n'étaient pas définies a priori. Parce que pour moi, associé au SDV, ce que l'on manque souvent, c'est si on regarde le cycle de développement que l'on a, lorsqu'on parle de services que l'on veut déployer aux clients, le plus souvent, on a figé les données qui sortent de véhicules 3 ans avant le SOP du véhicule. Et personne, surtout aujourd'hui, n'est capable de prévoir ce qui va vraiment être le besoin du client dans 3 ans, mais surtout ce qui plaît, ce qui ne va pas plaire et comment on le met en œuvre.
Et donc, ce que l'on fait, c'est en fait, on implante des logiciels dans le véhicule, des logiciels de collecte de données qui sont intelligents et flexibles. On peut accéder à n'importe quoi au sein du véhicule et s'en servir basé sur des événements. On peut orchestrer des fonctions qui sont existantes dans un véhicule pour faire quelque chose d'autre. L'exemple que j'aime beaucoup, c'est le pet mode, donc la détection d'animaux. Chez Hyundai, elle n'est pas faite par logiciel, elle est faite par notre outil qui s'appelle Automator. Et en fait, c'est un script qui va permettre de combiner des actions sur la clim, sur l'ouverture des vitres, sur la détection d'un animal au sein du véhicule, sans avoir besoin de confier la réalisation du software à une équipe. Et en étendant en fait cette idée de portefeuille de produits, on avait quelque chose qui permet de collecter les données, quelque chose qui permet d'agir dans le véhicule, et il manquait la pièce d'analyse. Et cette pièce d'analyse est amenée par un AI Director qui reprend le même principe. On a dans le cloud, alors ce qui est différent, parce que comme on parle de modèles d'intelligence artificielle, on installe plutôt dans le cloud une chaîne de développement de modèles. Donc on ne va pas faire les modèles, ce n'est pas Sonatus qui fait les modèles. On offre une sorte de toolkit qui permet d'accéder à des données, de les nettoyer, d'entraîner les modèles ou de les acheter à des fournisseurs de modèles. Là où on commence vraiment à agir un peu plus en profondeur, c'est l'optimisation du modèle. Comment transformer un modèle qui a été fait dans le cloud sans contrainte de ressources à quelque chose qui peut être embarqué dans le véhicule. Et puis, on a aussi après la phase de déploiement, c'est-à-dire qu'on va mettre, ce que vous voyez dans la partie basse du schéma, un container, dans un sens, qui est au sein du véhicule et qui va opérer ces modèles. Alors l'opération des modèles, c'est là où on amène aussi toute notre connaissance de la collection de données. C'est comment on va connecter les inputs qui sont nécessaires à un modèle aux données réelles, physiques qui sont dans le véhicule. Comment aussi on va opérer les résultats du modèle pour s'en servir, soit pour collecter des données, pour conduire des actions vraiment réelles au sein du véhicule, ou éventuellement remonter des données vers le cloud pour faire évoluer la connaissance. Et le dernier point, c'est bien sûr, on monitore l'exécution de ces modèles et on s'assure qu'ils vont respecter les contraintes en termes de ressources et de mémoire et calcul, de précision. Excusez-moi, j'ai les mots anglais qui reviennent mutuellement. Donc la précision des modèles et puis la latence des inférences du modèle. Et en fait, avec ça, on a une plateforme qui s'étoffe de plus en plus, des outils qui travaillent sur la gestion d'un réseau, plutôt Ethernet au sein d'un véhicule, et après du middleware qui va venir apporter des enablers. Parce qu'on a ce qu'on a montré à l'IAA, c'est qu'en fait, on collabore avec des gens qui fournissent le silicone, donc des accélérateurs, la partie physique, des gens qui font des modèles eux-mêmes, comme Compredict, on a montré des choses très très différentes. Et puis on collabore avec les Tier 1, on collabore avec les constructeurs sur ces sujets-là. Merci. Et merci surtout de dire tout ça en français, parce que je sais que vous êtes dans un environnement très anglophone. Et merci encore à Hélène Clergeau, qui fait aussi l'effort de parler en français. Elle aurait préféré sans doute que tout soit en anglais. Peut-être un mot sur justement les rapports que vous avez avec les constructeurs. Voilà, enfin, Hélène, les demandes que vous pouvez avoir et comment vous jugez l'évolution du marché. Les demandes liées au SDV, donc ce qu'on voit, c'est surtout que donc, il y a les demandes, on va dire, classiques qui sont liées à soit un HPC, soit en zone, mais il y a une évolution aussi dans les demandes et la séparation entre le hardware, le middleware, donc la partie qui est dépendante du hardware, et les features ou les fonctions logicielles qui vont faire une fonction véhicule à part. Donc, on commence à avoir une séparation dans le sourcing des différentes parties qu'on n'avait pas avant. Très bien. Alors, il y a une question qui se pose, c'est est-ce que pour développer tout ça, on a besoin forcément de se marier avec des géants du numérique? L'exemple de Renault et que Google a été cité. Ou est-ce qu'il y a des alternatives? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Eric, là-dessus? Ou David? Non, on n'est pas obligé de se marier avec un géant de la tech pour pouvoir s'en sortir sur le SDV. Est-ce que c'est une solution qui peut aider à atteindre cet objectif-là? Oui, je pense que c'est pour ça que beaucoup de constructeurs y passent énormément de temps.
On a parlé d'Autosar, les alliances stratégiques, des plateformes logicielles développées directement par les constructeurs en solo, l'open source. Et cette fondation où BMW Et la fondation est chef de file. Eclipse, qui en ce moment fait beaucoup parler d'elle dans le monde de l'industrie automobile. Parce qu'en fait, cette fondation open source, elle est effectivement portée par des acteurs majeurs en Allemagne, BMW, Mercedes, mais aussi en Europe, Valeo, Accenture, Red Hat et TAS, pour ne pas les nommer. Et en fait, l'idée, c'est vraiment en fait, de pouvoir créer un écosystème de logiciels partagés basés sur des standards qui vont être ouverts. L'objectif là-dessus, quel est-il, comparé à ce qu'on peut voir sur Outsource typiquement? Mutualiser les efforts. On parle de complexité, on parle de problématiques pour avoir les bons talents au bon endroit, etc. Et les coûts, juste les coûts de développement. Donc mutualisation des efforts. Accélérer l'innovation, le time to market. Comment est-ce qu'on fait pour passer de 4 ans à 3 ans à 2 ans sur des développements véhicules? On a une compétition qui arrive d'Asie, qui est en mesure de le faire. Donc il faut aussi pouvoir réagir à ça. Et puis le dernier point, c'est aussi de pouvoir garantir en fait la compatibilité des différentes briques soft des différents acteurs. Parce que pour ceux d'entre vous qui ont déjà travaillé dans le software, mais vraiment dans la partie opérationnelle, quand il faut intégrer la brique soft du copain d'à côté, c'est pas plug and play. Hein. Et donc on peut y passer des heures et beaucoup d'escalade avec un client qui ne comprend pas pourquoi c'est si compliqué aussi. Moi, j'ai une opinion qui est complètement cohérente avec ton opinion, mais en même temps, j'aimerais être un peu plus challengeant. Parce qu'en fait, quand je suis arrivé dans l'automobile, parce que je suis arrivé un peu tard dans l'automobile, personnellement, il y avait Genivi. Vous veniez de l'aéronautique, je crois, au préalable. Au départ, oui. Donc Genivi, c'était une association aussi qui était là pour traiter le problème du multimédia. Et si on fait le feedback sur Genivi, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que justement, c'est une association qui n'a jamais été jusqu'à l'implémentation du standard et de pouvoir l'utiliser. On a parlé d'Autosar. Autosar, et je sais que vous êtes un des compétiteurs, mais si on achète chez Vector, chez Electrobit ou chez ETAS, on est obligé aussi d'acheter des outils qui sont du même fournisseur de la stack Autosar, avec des incompatibilités qui sont réelles entre les implémentations. Et donc, cette volonté de standardiser et de mutualiser les efforts se retrouve en fait réduit par un vrai problème d'implémentation. Personnellement, j'étais vraiment pour une association de constructeurs, mais une vraie association sur ces couches middleware où en fait, ce n'est pas la zone de compétition des constructeurs. Ce n'est pas à ce niveau-là qu'on devrait se battre, parce qu'en fait, c'est dans ce que l'on va offrir au client final qu'on devrait arriver à le faire. Tout à fait en phase avec ça. Voilà. Et en fait, aujourd'hui, ce que je vois, c'est à l'époque, on avait réussi à convaincre Ford, Volvo de venir avec nous et Electrobit pour servir vraiment de bras armés. Cette association réelle s'est arrêtée à mon départ de l'Alliance. Et en fait, des gens comme Volkswagen avaient refusé parce qu'il y avait Cariad qui se mettait en œuvre. Et après, Renault a préféré aller avec Google. Ce que je vois, en fait, l'un des points de réussite qu'on n'a pas cité tout à l'heure, qu'on parlait de la Chine, c'est qu'en effet, il y a des acteurs nouveaux qui ont déjà toutes les compétences au sein de leurs entreprises et qui sont capables de faire ce mix comme BYD ou Tesla dans un sens, mais Tesla un peu moins quand même que BYD. Et après, il y a l'autre schéma qui, pour moi, est un schéma qui fonctionne aussi, c'est le schéma Huawei, avec un acteur assez généraliste qui va développer une plateforme électronique et software et qui est capable de l'amener à des constructeurs plus traditionnels pour l'implémenter. Et ils ont deux approches. Une approche qui s'appelle IMA, qui est vraiment un consortium, une joint venture entre Huawei et 3 ou 4 constructeurs. Et puis, on voit des fois des logos Huawei Inside. Et c'est assez amusant de voir qu'on monte dans des véhicules qui changent de marque, mais en fait, on va retrouver un ensemble de composants qui sont complètement identiques. Et la rentabilité, elle est là, parce qu'en fait, Huawei a les moyens d'investir dans les operating systems, dans du middleware, ils ont tous les types de compétences. Et en fait, pour moi, la vraie solution, ça serait plutôt d'aller vers ce genre de solution. Je pense que Google est toujours hésitant
à rentrer au cœur du véhicule, mais on n'est pas à l'abri d'un autre compétiteur qui serait capable de le faire et de prendre en fait le marché, parce qu'au bout d'un moment, les constructeurs vont s'essouffler, surtout les petits constructeurs avec peu de volume, parce qu'on ne peut pas rentabiliser du SDV sur 2 millions de véhicules, c'est pas vrai. On peut faire une première version et éventuellement une deuxième version avec beaucoup d'efforts, mais la troisième, elle sera déjà complètement décalée dans le temps, dans les capacités d'innover qu'auront les constructeurs. Donc désolé, mais c'est un peu un sujet qui me touche à cœur. Et moi, la réponse, encore une fois, je suis en phase avec. Je pense qu'il faut bien différencier les couches basses et le basic software et le middleware versus les couches applicatives, qui, elles, vont vraiment créer l'effet waouh, pour reprendre des termes qui sont très Alors, utilisés en Europe. justement, la question qui se pose, et j'aimerais quand même qu'Eric nous dise un mot là-dessus, mais c'est comment est-ce qu'on va vendre ça aux clients? Parce que finalement, les véhicules SDV, ils vont coûter sans doute un peu plus cher, mais le client, lui, en fait, le client final, hein, j'entends, c'est quoi son intérêt, in fine? Alors en fait, le SDV, comme le disait Alexandre, il arrive là par nécessité, hein, c'est pas un effet de mode. C'est-à-dire que le véhicule ne doit pas coûter plus cher, hein, normalement. En principe, en principe. Juste quand même pour vous donner des ordres de grandeur, si vous partez de zéro et que vous voulez monter un SDV vous-même, si vous êtes frugal, vous devrez mettre à peu près 1,1 milliard sur la table, 1,1 milliard d'euros. Et puis généralement, on tape plutôt de 2 milliards hein, pour développer un SDV. Donc c'est pour ça qu'il faut mutualiser un peu les efforts. Alors le client final, lui, qu'est-ce qu'il y trouve? En fait, la première chose, c'est ce qu'on a appelé tout à l'heure la feature on demand. C'est-à-dire que vous pourrez, comme vous achetez en fait des apps, déclencher en fait des achats qui vont venir enrichir votre offre. Donc moi je l'ai vu sur des coussins chauffants ou sur des éclairages segmentés. Mais aujourd'hui Tesla le fait par exemple sur son système de conduite autonome. Si vous voulez avoir en fait la meilleure version, il faut payer à peu près 5 à 6 000 euros par an. Alors pas de bol, hein, il y a quelques mois BYD et DRMO fait la même chose, mais même c'est gratuit. Donc du coup tout le business model s'est écroulé. Mais normalement, l'individu, en fait, trouve une expérience enrichie, personnalisée, parce qu'il peut acheter en fait des morceaux on demand. La deuxième chose, qui est pour moi importante aussi, c'est la valeur à la revente. C'est-à-dire avant, vous aviez un véhicule, et puis vous attendiez 3 ans, et puis il n'y avait pas vraiment de remise à jour. Là, on voit bien que le logiciel représente une valeur importante du véhicule. Vous connaissez tous la valeur de la batterie. Bon, ok, oui, ça représente 4%. Maintenant, commencez à intégrer que le logiciel, il va représenter 10%. Donc maintenant, mettez batterie plus logiciel, là, vous avez déjà près de 50% de la valeur de la voiture. Donc quand vous voulez la revendre, vous serez quand même très heureux d'avoir le logiciel remis à jour, hein, avec tous les patchs, cyber, etc. Donc ça, c'est le deuxième effet. Et puis enfin, j'ai envie de dire que le troisième effet, en fait, vous ne le voyez pas vous, mais en fait, il existe un business model où en fait, toutes ces données que collecte le véhicule et qui sont aspirées dans le cloud ont une valeur. Elles ont une valeur pour le constructeur, mais elles ont une valeur aussi parce qu'en fait, c'est vous qui les récupérez. Et en fait, en les amenant vers le cloud, on capte aussi quelque chose de vous. Et il existe des business models où il y a des gens qui sont très heureux d'avoir des données obtenues par Monsieur Dupont dans sa voiture quand il allait le matin au travail, parce que ça permet de mieux cibler et ces données en fait valent beaucoup. Alors je me mets un petit peu à la place des acteurs de la prévente, hein. Franck Dupuis, on parle de mécano, industriel, software, des coopérations dans tous les sens. Bon, heureusement, vous pouvez parler à David, lui demander son éclaircissement lorsque vous avez un doute, mais c'est vrai que c'est pas si évident que ça pour le monde de la prévente d'appréhender cette véritable révolution intérieure. Le monde de la prévente, en fait, a une vraie force de résilience. On parle aujourd'hui de véhicules en software defined. J'ai quelques années, quelques dizaines d'années dans l'automobile. On est passé du carburateur à l'injection directe. Ça se réparerait jamais. On est passé d'une prise non normée qui dialoguait avec un petit calculateur qui avait peu de fonctions et très peu de valeur réelle. On est passé sur le CAN, on est passé sur le CAN FD, on est passé sur les DOIP.
Comme je le disais tout à l'heure, les outils de diagnostic aujourd'hui intègrent Tesla et son HPC. Donc les outils sont là et évoluent, les softs également qui font travailler ces outils évoluent. Et le cœur de cette résilience, c'est finalement la capacité de formation, non seulement des nouvelles générations, des compagnons qui rejoindront les ateliers, qui d'ores et déjà apprennent les technologies de maintenance et de réparation sur les batteries. Et il est évident que les ateliers aujourd'hui investissent une part importante des revenus dans la formation pour maintenir à niveau ces compétences. Donc, par chance, vous anticipez depuis déjà plusieurs mois, voire peut-être quelques années, ce qui est en train d'arriver finalement. Comme je le disais, la thématique d'aujourd'hui, elle a quand même quelques années en arrière avec des balbutiements, avec des tentatives, etc. etc. Donc, coder des éléments, faire des apprentissages électroniques après un changement de banogère, c'est déjà quelque chose qui est presque du quotidien dans un atelier. Et c'est vrai que le spectre de travail d'un mécanicien, sa difficulté, c'est d'intégrer d'une part la partie mécanique, d'une part la partie électronique, informatique, et la dernière opération, vraiment la révolution qui se passera dans l'atelier, c'est d'absorber l'aspect vraiment informatique, cloud, et de maîtriser les tenants, les aboutissants, et aussi de trouver son propre business model entre le particulier, le véhicule, le constructeur, et comment choisir finalement et garder la liberté de l'aftermarket. Alors, cette table ronde, elle est sur le SDV, mais on parle de IA également. Et justement, donc, il y a une fonction que vous avez développée. On va revenir à vos slides de Sonatus, c'est avec, je crois d'ailleurs, une image là-dessus, mais vous avez une fonction qui s'appelle le AI Technician. En fait, c'est le contraire de ce que je vous ai dit juste précédemment. Comme quand on était spécialisé sur du middleware, c'est la première fois qu'on sort du middleware et qu'on propose une application cliente avec AI Technician. La particularité, et pour moi, ça fait vraiment le lien avec ce qui vient d'être dit, on a énormément d'informations sur les véhicules. Et un constructeur génère beaucoup d'informations lors de la conception du véhicule, son développement. Et même une fois que le véhicule est dans la rue, on a toutes les bases d'incidentologie qui sont mises en place. Le but des AI Technician, c'est à la fois de se nourrir de toutes les bases de données qui existent d'un point de vue constructeur sur un modèle de véhicule. À partir de ces bases de données, en fait, on a j'allais dire, une information, une connaissance qui est extrêmement globale et qui est valide pour un modèle de véhicule de manière assez précise. Et donc, on est capable déjà de faire un premier niveau de diagnostic en cas de problème, mais AI Technician marche aussi dans la phase de développement du véhicule. Mais la particularité que l'on offre avec Sonatus, c'est justement notre connaissance du SDV et la capacité d'aller chercher des informations qui sont au sein du véhicule. Et donc, en fait, on transforme une connaissance qui est globale, générale, qui s'applique à toutes les personnes qui possèdent un certain type de véhicule, à quelque chose qui va devenir personnel, complètement unique, qui est en fait qu'est-ce qui se passe dans le véhicule au moment où on rencontre un problème. Et donc, ce que fait AI Technician, ça offre la capacité de faire du prompt. Donc, par exemple, l'exemple que l'on montre, c'est j'entends mon moteur qui a dératé un matin. Qu'est-ce qui se passe? Donc, on peut poser la question comme ça à AI Technician. Il va chercher avec des agents dans les différentes sources d'informations à quoi correspond ce type de problème, s'il y a déjà une documentation existante, si c'est quelque chose qui est connu. À partir de ça, il va construire une première réponse pour essayer de décrire quel est le problème rencontré par le conducteur. À partir de cette réponse, le conducteur, le plus souvent, va demander est-ce que c'est sûr pour moi de continuer à rouler avec mon véhicule. Dans ce cas-là, la démo que l'on fait montre qu'en fait, on dit que oui, vous pouvez rouler, mais il y a des précautions à prendre. Et on propose bien sûr de prendre un rendez-vous automatiquement avec un dealer. Ça, c'est la couche, je vais dire, qui est déjà performante si on a accès aux données complètes d'un constructeur. Mais c'est une couche qui reste dans le cloud.
Et la nouveauté, c'est si le problème n'est pas un problème qui est déjà référencé chez le constructeur, on va être capable d'aller collecter des données dans le véhicule au moment où le problème se présente. Parce qu'il n'y a rien de plus frustrant d'arriver chez un réparateur, qu'il branche éventuellement ou il fasse un diagnostic et qu'il dise bon, moi, je vois rien. Bah, revenez quand ça se passe directement. C'est vraiment souvent on n'a que ça à faire. Revenir quand on a un problème avec la voiture plutôt que d'aller travailler ou avoir un rendez-vous. Et en fait, ce que l'on veut résoudre avec AI Technician, c'est ce problème-là. Et je pense qu'en fait, ça change complètement la relation entre le client et une marque donnée. Parce qu'en fait, on n'est plus le client lambda qui a acheté un certain type de véhicule. On est le client Alex qui a acheté un véhicule. On est capable de lui ramener énormément d'informations auxquelles il n'a pas accès. Et une information qui est vérifiée, qui est fournie par le constructeur. Ce n'est pas des blogs qui sont faits par on ne sait pas qui. Et en plus, on est capable d'aller chercher des données qui sont qu'est-ce qui se passe exactement à ce moment-là dans mon véhicule. Merci pour cet exemple. Qu'est-ce que ça vous inspire, Franck, et plus globalement au sein du panel? Typiquement, quand je vous entends vous exprimer à propos de cette AI pour le technicien, c'est finalement sur le HPC, ça pourrait être une vraie rapidité d'interprétation. Le diagnostic traditionnel, finalement, on sélectionne un calculateur, un code de défaut, quelques valeurs réelles des actuateurs. Un HPC, on a l'ensemble des données qui sont là, présentes devant les yeux, et on doit tout défiler. Et l'art du diagnostic, en fait, se passe devant finalement une page de texte. Je pense que ça peut être vraiment un réel atout. Je concours. Le SDV va avoir un vrai impact sur la prévente. On parle de la résilience de la prévente, je pense qu'elle va perdurer. Je pense que ce qui va fondamentalement changer, c'est la relation entre le constructeur, le conducteur et le réparateur. Parce qu'on passe d'un modèle qui est purement réactif. J'ai un problème, voyant moteur qui s'allume sur mon tableau de bord, je suis sur le bord de la route, je vais être en retard, ma journée est fichue. À un modèle proactif, où en fait les informations sont remontées en temps réel, analysées par les constructeurs via leur cloud et des outils, des algorithmes qui ont été entraînés d'AI, qui permettent derrière, de manière assez fine, d'estimer en fait la santé du véhicule, d'un conducteur, d'une flotte. Donc le business model aussi, il est multiple. Et ça a un intérêt très certain. On en parle avec beaucoup de nos clients aujourd'hui. On parle de moins de retours en atelier, on parle d'image de marque, fidélisation, et on parle aussi de coûts de garantie qui sont réduits. Je reviens assez souvent sur la partie financière. Le petit hic avec tout ça, on a les mêmes solutions que chez Sonatus, etc. Le petit hic, c'est vous, c'est moi, c'est le conducteur de ce véhicule. On a le doigt relativement facile quand il s'agit d'accepter les terms and conditions d'une application qu'on vient de télécharger sur notre iPhone ou des cookies pour aller voir la dernière recette chez Marmiton. Mais la réalité, c'est que quand on vous pose la même question pour votre voiture, la réponse est non. Et donc en fait, si on n'a pas votre accord pour pouvoir, ou le constructeur n'a pas votre accord pour pouvoir remonter ces informations et vous offrir un service associé, on ne va pas aller bien loin. Donc il y a un challenge aussi à ce niveau-là de venir expliquer la proposition de valeur de cette solution-là pour le conducteur. Je reviens à ce modèle prédictif, ça veut dire que les techniciens pourraient savoir la probabilité d'une panne et le type de panne récurrente au sein d'un modèle. Tout à fait. Maintenance prédictive et maintenance aussi à distance. Je pense que personne aime passer son samedi après-midi chez un réparateur Renault, Noroto ou Bosch Car Service. L'idée, c'est de pouvoir monitorer ça en avance de phase, et si un passage en atelier est effectivement nécessaire, parce qu'au bout d'un moment, il faut quand même qu'il y ait une intervention d'un technicien aguerri, ce technicien, il sera en mesure de dire à 80% quel type de panne vous avez, parce qu'il va remonter la liste des DTC, et en fait, cette liste-là, le pattern qu'il va avoir devant lui, qui va mouliner dans un algorithme IA, va lui permettre d'assesser de manière relativement fine le pourcentage de chances que la problématique, la réparation soit ici. Si ce n'est pas ici, ce sera là. Et en fait, ce que vous ne voyez pas avec ce modèle-là, c'est qu'on gagne énormément de temps. Parce que ce n'est plus la chasse au trésor pour la compréhension de votre panne, ou revenez la prochaine fois quand vous reverrez le message sur votre tableau de bord. Là, ça va aller beaucoup plus vite. Donc moins de downtime, plus de satisfaction client et d'efficacité. Alors il y a une question qui va se poser, on en parlera plus spécifiquement demain, hein, c'est par rapport au droit d'accès aux véhicules connectés, la cybersécurité, tout ça
avec une base commune qui est le Data Act, hein, bien sûr, et sa transposition, mais par rapport aux réglementations qui existent sur justement bah, la privacy finalement du consommateur, enfin vous le disiez, c'est oui, non. Est-ce qu'il y a un flou réglementaire quelque part à dissiper par rapport à tout ça? Parce que on voit bien la proposition de valeur, sur le principe c'est chouette, mais le conducteur il a le droit de dire non, quoi. Est-ce qu'il a vraiment le choix d'ailleurs? Absolument. Il a le choix. Enfin, je veux dire, moi, je ne suis pas vendeur d'automobile, mais je peux effectivement concourir que quand une Renault est mise à disposition d'un nouveau client, il y a tout un tas de papiers à signer. Et si vous n'êtes pas en accord pour vous partager Bon, partager il les n'y a pas de informations, porte dérobée pour que les Américains non. viennent regarder derrière, non? Bien Alors, sûr. il y a une porte dérobée en fait qu'on essaye de mettre en place. Je vous ai présenté AI Director. Ce qu'on imagine justement à cause des data privacy, c'est la communication entre le véhicule et le cloud. En fait, l'une des solutions, c'est de descendre les modèles d'intelligence artificielle à l'intérieur du véhicule. Dans ce cas-là, on résout complètement le problème de data privacy, parce qu'en fait, on a le decision making et le traitement de l'information qui reste au sein du véhicule et qui n'est pas échangé à l'extérieur du véhicule. Et donc, on arrive à se passer de ce consentement et d'avoir des opérations qui peuvent être complexes au sein d'un véhicule donné. J'aimerais qu'on termine avec les mises à jour OTA. Eric Espérance, c'est quelque chose qui se généralise. Bon, on sait que Tesla a popularisé ça, mais tous les constructeurs y viennent progressivement avec les nouvelles générations de véhicules. Bah, en fait, c'est nécessaire, c'est voire presque obligatoire. Si vous pensez rien qu'aux contraintes de cybersécurité, vous devez absolument avoir des remises à jour pratiquement, je ne veux pas dire quotidiennes, mais toutes les semaines. Et aujourd'hui, c'est effectivement un critère de performance en fait, qui est mesuré quant à l'efficacité en fait, du déploiement du SDV. Donc l'OTA, c'est effectivement quelque chose de nécessaire. Après, encore faut-il que la voiture soit connectée. Donc si vous vous retrouvez en pleine creuse, vous n'avez même pas accès à la 5G, il faudra attendre d'arriver sur l'autoroute quand même. C'est un des sujets. Alors vous êtes peut-être à l'esprit cette anecdote, un conducteur de Tesla qui avait voulu faire une mise à jour alors qu'il était dans un bouchon, ça a duré 45 minutes et c'est lui qui a provoqué le bouchon d'ailleurs, c'était dans le sud de la France. Blague à part, quelle est un petit peu la limite de ces mises à jour OTA? Parce que quand on regarde par rapport à un smartphone, il y a un moment, il ne va plus pouvoir accepter pour des questions de capacité ou même d'obsolescence. Enfin, est-ce que vraiment ça peut durer des années avec le même niveau de service? En fait, ce que l'on voit aujourd'hui, l'OTA, ça a été dur à mettre en œuvre dans les véhicules, parce que tous vos véhicules ont l'OTA aujourd'hui, quasiment. Mais l'utilisation est relativement faible. C'est un constructeur traditionnel va principalement mettre à jour des fonctions dans l'infotainment. C'est la source principale des OTA. Aujourd'hui, donc, on n'a pas ce problème de capacité. On a eu quand même, tous les constructeurs, depuis quelques années, essayent de prévoir un changement de configuration juste avant la SOP pour essayer de prendre le Start of Production, pour essayer de prendre les derniers softs, notamment sur des parties télématic control unit, où le plus souvent, comme Qualcomm sort des modèles tous les 2-3 ans, on peut commencer le développement avec quelque chose qui sera compatible d'un point de vue hardware et faire le switch quasiment 1 an avant le SOP pour bénéficier des dernières générations qui sont disponibles. Sur tout ce qui est infotainment, on a aussi des provisions qui se mettent en place avec beaucoup plus de puissance de calcul que ce qui est nécessaire au démarrage. Et puis, c'est vrai par contre que si on était capable de faire des OTA beaucoup plus rapidement aujourd'hui, on pourrait aller vers ce blocage. Mais c'est là où je vais faire mon vendeur Sonatus, désolé, même si je suis technical philo. Il faut prendre des solutions, on n'a pas besoin d'OTA. Avec une petite promo moins 30, c'est ça pour équiper? Voilà, exactement. Si le code promo Alex 2025, vous aurez le software moins cher. Mais en fait, la solution que l'on offre, c'est de faire du feature on demand avec des scripts. Et ces scripts, ça ne prend pas de place dans le véhicule. Et le software est figé au SOP. On n'a pas besoin de le changer après coup. Et avec ça, vous êtes capable de déployer des modèles, vous êtes capable de collecter des données et de faire des feature on demand. Petit complément peut-être avec vous, Hélène? Je ne sais pas si je peux ajouter plus, je pense que c'est à peu près ça, oui.
La question qu'on peut se poser, Franck Dupuis, c'est que dans les mises à jour OTA, bon, il y a un échange qui se fait en direct, hein, depuis un serveur chez le constructeur dans le véhicule du client. Donc, c'est une partie des flux qui finalement vous échappe un petit peu. Typiquement, oui. Enfin, c'est aujourd'hui des téléchargements quelque part client, système, etc. Enfin, dans le cadre de la norme Euro 5, on a aussi des téléchargements qui sont là définis par une législation et qui permet à toute la rechange indépendante finalement d'accéder aux données constructeurs dans un cadre réglementé, hein, et sécurisé de sondes SAE, de normes ISO, de connexion Internet, etc. etc. Donc, il est fort à penser que les années prochaines amèneront également une réglementation européenne sur ce type de transactions de data. Allez, on arrive à la fin de cette session. Donc, on sait qu'il y a déjà un petit peu de SDV qui est sur le marché, ça va arriver. C'est quoi vos pronostics pour une généralisation chez l'ensemble des constructeurs, en tout cas les principaux? On se lance au concours de pronostics. Je vois à vos mines défaites que ça va être compliqué de répondre. Qui se lance le premier ou la première? Je ne pense pas que je vais faire un pronostic, mais je peux d'avoir un peu depuis 1 an et demi regarder les différents constructeurs, où ils en sont et comment ils y vont. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a des vitesses très différentes, il y a des chemins très différents, et ça devient du coup assez difficile pour les tiers 1 de pouvoir bien réagir, puisqu'il y a vraiment des différences entre les différents OEM. On a vu des architectures tout à l'heure, mais chaque OEM aussi a sa façon d'y aller avec une architecture différente qui amène aussi des différences dans ce qu'on a comme solution technique. Donc, je ne vais pas faire de pronostic. Ce que je peux dire, c'est qu'en 1 an, la date de prévision retarde. Voilà. Comme dans beaucoup de domaines en ce moment. Allez, qui se lance pour la suite? Moi, je pense que je suis Team Hélène. Je ne vais pas me permettre de faire un pronostic trop compliqué. Peut-être Alexandre? Moi, je veux me lancer, hein, ça coûte rien. Alors, en fait, ce qui est clair chez un constructeur, si on veut vraiment déployer une nouvelle génération d'architecture électrique électronique, il faut 10 ans pour toucher tous les modèles de la gamme. Donc, c'est-à-dire que s'ils ont vraiment pris la décision de basculer toute leur flotte, enfin toute leur gamme sur le SDV, il faudra quand même 10 ans pour que tous les véhicules d'un constructeur y passent. Donc aujourd'hui, comme si je prends l'exemple d'un Coréen comme Hyundai, ils ont décidé ils ont démarré en 2021 les prémices du SDV. Chez Genesis, ils attaquent cette année les modèles Kia. Et donc eux, ils sont sur ce plan de déploiement, et ainsi de suite. Si on regarde Volvo, ils y sont aussi, ils ont déployé. Si on regarde les Chinois, ils attaquent un peu brutalement, ils ont commencé. Cariad de Volkswagen, ils ont commencé aussi. Donc, je pense qu'en 2035, tous les véhicules Volkswagen seront SDV et ainsi de suite. Après, il y en a d'autres qui démarrent, qui arrêtent, qui sont partiellement européens, mais aussi américains et italiens, de qui je veux parler. Donc, je sais, là, on serait bien incapable de dire quand est-ce qu'on verra une première architecture type SDV chez ce constructeur. On peut citer Ford qui a annoncé qu'il arrêtait le FNV4, mais ils ont déjà fait du FNV3. Donc, c'est déjà des prémices d'architecture centralisée. Donc, c'est un état des lieux assez varié, constructeur par constructeur. Je n'ai pas parlé des Japonais, mais les Japonais vont démarrer bientôt. Et après, c'est des Japonais. Donc, une fois qu'ils auront démarré, tous les modèles y passeront assez rapidement. Bon, d'après vous, 2035, alors j'ai vu que chez Roland Berger, ils avaient fait un rapport, ils annonçaient 2040 pour une généralisation. En tout cas, c'est le moyen sans doute pour les Européens de rattraper les Chinois et d'être aussi réactifs peut-être. Oui, encore une fois, je dirais, on n'a pas trop le choix. Effectivement, en Europe, on pâtit de cet héritage. Après, moi, je voudrais juste attirer l'attention, c'est que en fait, on a assez peu parlé de la compétition pour attirer les talents
En fait, il n'y a pas d'SDV sans développeurs soft. Et aujourd'hui, c'est un peu là le goulot d'étranglement. Il faut les encourager à venir dans l'automobile. On n'en trouve pas beaucoup. Et puis après, même quand on en trouve, en fait, ils préfèrent aller travailler chez Amazon ou chez Google et pas spécialement ou dans l'automobile. Donc l'un des plus gros challenges pour développer un SDV, c'est de trouver ces talents. Il faut les attirer, les maintenir et puis bien les payer. C'est ça. Et voilà une belle conclusion pour cette table ronde qui se finit à l'heure. On a fait 1 heure très exactement. Merci à vous et à bientôt sur l'espace Tech Academy.